Alors, en 2016, il y a un photographe britannique qui s'appelle Oliver Curtis qui a eu l'idée de faire une expo avec des clichés qui avaient trait à 24 sites touristiques extrêmement connus, comme le Colisée, ou bien le Louvre, ou bien la Grande Muraille de Chine, etc. Sauf qu'il l'a fait d'une manière qui jusque-là n'était pas faite, c'est-à-dire en tournant le dos au monument. Et il a donc photographié ce qui était de l'autre côté. Par exemple, il a photographié, il s'est mis dos à la Joconde, et dans le Louvre, évidemment. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu en face, il y avait en 2016 les Noces de Cana de Véronèse, un très grand tableau, et il n'y avait quasiment personne devant, parce que les gens, évidemment, étaient tous agglutinés pour admirer la Joconde. Donc ça dit aussi quelque chose, évidemment, de nous, de notre société. Donc il a appelé cette expo Volte-face. Alors Michel Pigeonnet, qui est donc professeur émérite d'histoire contemporaine à Paris-Panthéon, Sorbonne, et donc spécialisé surtout dans le domaine du travail du 19e au 21e siècle, a fait lui aussi adopter un point de vue qui jusque-là n'était pas fait, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le politique descend sous forme pyramidale, du pyramidion, c'est-à-dire du gouvernement, des assemblées, etc., et va descendre jusque dans la société, évidemment, dans la société du travail également. Et là, si on renverse le point de vue, on peut regarder, étudier peut-être comment le monde du travail infuse aussi dans la société et dans la politique. Donc c'est ce point de vue original dont va nous parler Michel Pigeonnet. Voilà. Merci. Merci aux deux intervenants précédents. Merci à vous tous pour votre accueil à Troyes et d'avoir pris le temps de venir écouter cette conférence sur le travail et la politique. Alors, effectivement, ça ne va pas de soi, puisque les lieux du politique institutionnel, ce sont les bureaux de vote, ce sont, autrefois c'était les préaux d'école, c'est le Parlement, ce sont les débats télévisés et autres, c'est les tribunes dans la presse, et il me semble que c'est aussi et beaucoup ce qui se passe au travail. Alors, je vais parler d'histoire, mais permettez-moi de commencer par deux publications, deux travaux récents qui nous parlent d'aujourd'hui. Le premier, c'est un sondage qui a été publié il y a quelques semaines, en mars, qui a été réalisé auprès de 4000 salariés du privé et où on essayait de comprendre le rapport qu'il y avait entre leur situation au travail et, d'autre part, leur vote. Alors, qu'est-ce qu'il ressortait de cette enquête auprès de 4000 personnes quand même, donc avec un support assez sérieux, c'est que, au fond, la qualité du lien social au travail apparaissait comme un facteur important explicatif du vote. Alors, je ne vais pas vous dérouler tout le sondage. En gros, que disait-il? Que les salariés qui votent pour l'extrême droite se déclarent généralement, alors évidemment il y a toujours des exceptions, mais on est sur les grandes données, se déclarer plus isolés et plus défiants envers leurs collègues de travail que
les électeurs qui votaient pour la gauche, et en particulier pour la gauche radicale. Vous y mettrez les étiquettes que vous voudrez derrière ce qualificatif, qui exprimaient, eux, au contraire, davantage de solidarité horizontale avec leurs collègues de travail, mais une critique plus forte de la hiérarchie et de l'organisation du travail là où ils étaient. Au fond, ce que ce sondage montrait, c'est que la crise démocratique actuelle est aussi peut-être une crise du collectif du travail. Ça, c'est le premier emprunt au présent. Deuxième emprunt au quasi-présent, c'est un petit ouvrage, mais un ouvrage profond en même temps, qui a été publié en 2024 par un économiste, Thomas Coutreau, intitulé « Le bras long du travail, conditions de travail et comportements électoraux ». Au fond, on est un peu sur le même questionnement que l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, mais en plus approfondi et développé avec beaucoup plus de bases de données. Au fond, ce que montre Thomas Coutreau, c'est que le manque d'autonomie au travail, ou si vous préférez, le poids important de la subordination à la hiérarchie dans le travail, et la difficulté de donner son avis sur le travail que l'on effectue et les conditions dans lesquelles on le réalise, induisent une passivité politique et nourrissent l'abstention et le vote d'extrême droite. Plus précisément, l'abstention est nettement corrélée à la précarité de l'emploi chez les plus précaires des enquêtes, des personnes concernées par l'enquête, chez lesquelles le sentiment d'efficacité politique est très faible. Alors on comprend le lien qu'il peut y avoir avec le fait que ce que je vais voter ne comptera pas ou n'aura pas d'effet, et le fait qu'on s'abstienne. Pour ce qui est du vote d'extrême droite, alors il y a des corrélations. Le fait de travailler de nuit, avec des horaires atypiques, est un marqueur déterminant de ce vote. Le fait de ne pas pouvoir donner son avis sur son travail lors de réunions régulières est également associé à une propension beaucoup plus forte à voter pour l'extrême droite. Mais l'enquête ne distingue pas le type de réunion. Et on devine que ce qui se dit et les conditions dans lesquelles ces échanges peuvent se dérouler sont différents. S'il s'agit de rencontres avec les collègues informels, avec les managers, avec les élus du personnel ou dans un cadre syndical. Donc ça, il y a quand même une incertitude dans ce qu'on appelle la réunion et le fait de pouvoir s'exprimer. Chez les électeurs d'extrême droite, enfin, si le sentiment de concurrence avec des émigrés est explicité, y compris sur le lieu de travail, il va de pair avec le ressenti du mépris dans lequel ces personnes se sentent tenues par les élites. En revanche, les enjeux du travail et de son organisation n'apparaissent guère dans ce qu'ils déclarent. Les mécanismes de domination ou de mépris au travail, difficiles à vivre, mais qu'ils ne parviennent pas forcément à verbaliser, produisent de façon plus ou moins consciente des affects d'extrême droite. Ces mécanismes de domination sont parfois naturalisés par les intéressés. Beaucoup d'électeurs d'extrême droite ont une vision assez, comment qualifier, de viriliste du monde, et donc pour eux, avoir un chef autoritaire peut même sembler positif. Ceci posé, l'électorat de la gauche radicale est aussi caractérisé, comme les abstentionnistes et les électeurs d'extrême droite, par une faible autonomie dans le travail. Le profil des électeurs d'extrême droite et de LFI est sociologiquement assez proche
même si celui des électeurs de LFI est plus divers socialement. Mais ils se distinguent vraiment, les deux, extrême droite ou gauche radicale, sur la capacité d'expression sur le travail qu'ils effectuent. Si les électeurs d'extrême droite sont très peu sollicités pour parler de leur travail, le pouvoir de discuter de son travail est au contraire nettement associé à un vote de gauche. En conclusion, Thomas Coutreau, qui ne cache pas ses sympathies politiques de gauche, insistait dans son ouvrage sur l'urgente nécessité pour la gauche politique de concevoir une politique du travail tournée vers la libération de la parole des salariés et l'organisation de cette parole. Fin de la parenthèse sur aujourd'hui. Alors, le travail. Le travail, c'est à la fois précis et vague. Un sociologue, Alain Coutreau, a dénombré et analysé jusqu'à 14 significations différentes du travail. C'est donc un mot valise, le mot travail, mot valise par excellence et révélateur par le sens et la définition qu'on en donne des représentations qu'il suscite. Étymologiquement, je pense que c'est connu, le terme de travail viendrait ainsi de tripalium, instrument de torture à 3 pieux, tripalium, dont le dispositif rappelle celui, d'ailleurs qualifié de travail également, servant à immobiliser les bœufs et les chevaux, par exemple pour les ferrer. On ne saurait mieux souligner le lien longtemps établi entre travail, souffrance, fardeau, pénitence, humiliation. C'est flagrant si on prend suffisamment de recul pour remonter à l'Antiquité, Antiquité grecque ou romaine, où l'activité manuelle associée au travail est discréditée, dénigrée pour ce qu'elle comporte de routine par opposition à l'action créatrice de la poésie ou de la politique qui mobilisent, eux, la politique ou la poésie, des talents. Aristote parle d'un genre de vie ignoble, des hommes se livrant à des professions mécaniques ou au commerce. Cicéron parle de mercenaires, pour désigner les mêmes, dont le salaire est le prix d'une servitude. C'est évidemment le point de vue de l'élite. C'est le point de vue de ceux qui sont dispensés du travail. Mais, indéniablement, ça imprègne les sociétés antiques. Et ce regard que les élites portent sur le travail et sur ceux qui l'exercent s'impose et ordonne les hiérarchies de cette société antique. Le travail est donc quelque chose qui n'est pas considéré comme central dans ces sociétés. La situation ne change guère au Moyen Âge. Autre société d'ordre où le travail déclasse ceux qui s'y livrent, qui dérogent ainsi à leur rang. Les clercs, en charge des âmes et du service divin, en sont dispensés, mais quand même, l'Église catholique, attachée à lier la faute originelle à la malédiction que constitue l'obligation de gagner sa vie à la sueur de son front, ne trouve pas moins des vertus au travail. À des degrés divers, saint Augustin, saint Benoît, saint François d'Assise retiennent ainsi, y compris pour le clergé régulier, l'utilité du travail, la capacité du travail à encourager l'autodiscipline et à permettre la charité. La Réforme, plus tard, va plus loin
et voit même dans le travail une manière, une sorte de prière. Un second âge du travail s'annonce dans le sillage des temps modernes, contemporain des grandes découvertes, comme de l'essor du commerce, des productions et de l'accumulation des capitaux qui vont avec. Pour les capitalistes qui prennent naissance, qui émergent à ce moment-là, le travail devient, étalonné par le temps qu'on lui consacre et le coût de sa rémunération, une valeur en soi, une référence majeure. La société d'Ancien Régime continue certes à mépriser le travail et les travailleurs, d'abord et avant tout sous leur forme manuelle. Une stricte définition est maintenue parmi les non-privilégiés entre, d'une part, les professions libérales et artistes, d'autre part, les gens de métier et les artisans, et enfin, dernier degré, les gens de bras, comme l'on dit, et les domestiques. Et cette hiérarchie interne au monde du travail est constituée selon ce que l'on pense être le degré d'intellectualité de l'activité. Donc, au sommet de la pyramide de ceux qui travaillent. Encore une fois, dans une société où, globalement, le travail est quand même tenu comme vil. Parmi les gens du travail, donc d'abord les artistes, les professions libérales, puis les gens de métier, enfin les gens de bras. De nouvelles conceptions, cependant, s'affirment, notamment chez les philosophes des Lumières, et on pourrait prendre comme exemple Rousseau, et sans doute on pourrait dire que la biographie de Rousseau peut expliquer, en raison de ses origines, sa réhabilitation du travail manuel. Mais il faut pourtant, je crois, chercher ailleurs l'attention qu'il porte aux activités productives. C'est flagrant dans l'encyclopédie auquel il concourt. L'encyclopédie qui comporte 177 métiers qui sont présentés, décrits, accompagnés de 2800 planches qui essaient de cerner les gestes, qui essaient de cerner, de rendre compte des techniques du travail. Chose qui était impossible, inimaginable autrefois. Voilà un ouvrage qui doit rendre compte de ce qu'il y a d'essentiel à savoir à cette époque-là et ce qu'il y a d'essentiel à connaître. Le travail y occupe une place considérable. La Révolution française et l'entrée dans l'ère industrielle constituent un bouleversement évident. Elle emporte une société d'ordre pour lui substituer une société de classe, au fondement économique reconnu comme tel, en principe débarrassée de leurs anciennes entraves, une société organisée autour du travail et qui fonde sa prospérité sur le travail. C'est dans ce cadre qu'intervient l'industrialisation. Alors attention, la chronologie de l'industrialisation n'est pas plaquée sur la chronologie sociopolitique de la Révolution. L'industrialisation, elle commence avant la Révolution française, elle va, si j'en reste à la France, vraiment prendre son essor bien après la Révolution française. Ce que fait la Révolution française, c'est qu'elle fait sauter les carcans qui
contraignait jusque-là la valorisation du travail, sa mise en valeur et le développement de son exploitation. L'industrialisation achève d'ériger, j'y insiste, le travail en valeur, et pourtant, dans le même mouvement, elle installe une précarité de masse au cœur de l'activité productive. C'est-à-dire que le processus industriel, celui qui engendre un développement créateur de richesse, condamne ceux qui participent à cette création de richesse à une paupérisation qui semble paradoxale et contradictoire avec le mouvement qui l'enclenche. Dans le cas français, il y a, en raison de la Révolution française, quelque chose d'un peu particulier. Les conditions qui ont permis la Révolution française, à la différence d'autres changements politiques qui ont pu intervenir en Europe autour de la même période, c'est que la Révolution française, pour l'emporter, pour s'enraciner, a dû passer par un compromis social et politique entre les élites bourgeoises, les classes moyennes des villes et des campagnes, compromis forgé autour du respect de la petite propriété. C'est ce qui fait que, dans le cas français, on n'a pas assisté, comme en Angleterre, dès avant la Révolution française, avec une accélération à la fin du XVIIIe et au début du XXe siècle, ou comme plus tard en Allemagne, une brutalisation de la transformation sociale. En France, pour maintenir les acquis de la Révolution, il a fallu protéger la petite propriété, limiter le mouvement de concentration des terres ou de concentration plus largement des fortunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de concentration, mais elle a été beaucoup moins faible, beaucoup moins forte, qu'ailleurs. Concrètement, ça signifie qu'en France, l'industrie s'est insinuée dans les campagnes. Ça signifie qu'en France, on a pu conserver beaucoup plus longtemps qu'ailleurs des activités saisonnières qui faisaient alterner travail en atelier, en usine, petite usine, rurale, et d'autre part, préservation d'une exploitation sur laquelle on continuait de travailler. C'est-à-dire que les campagnes françaises se sont industrialisées et qu'il n'y a pas eu les mêmes arrachements démographiques que ceux qu'on a pu observer en Angleterre ou en Allemagne, où là, la grande propriété a littéralement évincé les millions de petits paysans ou de journaliers qui vivaient aussi dans les campagnes et qui les a précipités vers de très grandes villes et vers les grandes usines qui y étaient. En France, en raison de l'héritage révolutionnaire, ce mouvement a tendu à se développer, mais il a été freiné. C'est ce qui explique, encore une fois, la configuration socio-économique d'une France de classe moyenne, d'une France de classe populaire,
entre lesquels les frontières n'étaient pas aussi rigides, aussi étanches qu'elles ne l'étaient ailleurs, avec une porosité des frontières sociales qui a longtemps marqué la société française, qui explique aussi, par exemple, que la prolétarisation, alors ce n'est pas dans l'aube que je vais dire qu'elle a été inexistante, mais on ne rencontre pas les mêmes concentrations prolétariennes en France qu'il y en a en Angleterre, en Belgique, en Allemagne. D'une certaine façon, l'ouvrier existe en France, mais il est, si je puis dire en exagérant les choses, partout et nulle part. Les mêmes peuvent être, selon leur cycle de vie, le moment dans leur cycle de vie, voire selon la saison, un moment ouvrier, un moment petit exploitant, un moment ouvrier, un moment artisan. Les mêmes. Et on peut passer d'une génération à l'autre, d'un statut à l'autre. Et cela pendant longtemps. Donc l'ouvrier est partout et d'une certaine façon nulle part. C'est ce qui explique que la figure de l'ouvrier, de ce type d'ouvrier, est devenue un point de ralliement, y compris pour les classes moyennes de la moitié du milieu du XIXe siècle. C'est un paradoxe, mais je crois que si on y réfléchit bien, on peut le comprendre. En Angleterre, le ralliement des classes moyennes aux ouvriers était impensable, parce qu'entre un prolétaire de Liverpool ou de Manchester et un commerçant ou un artisan de ces mêmes villes, il y avait un monde. En France, beaucoup moins. Et donc, aussi, ça explique pourquoi la construction de blocs populaires, de blocs de gauche, de fronts populaires a été plus facile en France qu'elle ne l'a été dans d'autres pays. Ça, je tenais quand même à souligner cette spécificité et qui nous renvoie et à la Révolution française et à ses effets socio-économiques et donc aussi politiques. Alors, j'ai parlé d'une première industrialisation, celle qui se met lentement en place entre la fin du XVIIIe et, on va dire, les années 1830. Et puis, à partir des années 1870, intervient ce que les historiens appellent une seconde industrialisation. La première industrialisation, c'était celle du textile, c'était celle de la machine à vapeur, c'était celle du charbon. Alors le textile ne disparaît pas, la machine à vapeur ne disparaît pas, on continue d'utiliser le charbon, encore après. Mais la seconde industrialisation, celle qui émerge dans les années 1870-80 et qui va se prolonger jusque dans les années 1970, pendant un siècle à peu près, c'est, à côté des précédentes activités et sources d'énergie, c'est la mécanique, c'est la chimie, c'est l'électricité, c'est aussi la construction de gigantesques usines qui sont de véritables villes. Pensez Renault-Billancourt, jusqu'à 30 000 salariés. Pensez au Creusot, des dizaines de milliers de salariés. Et si on franchit les frontières, en Allemagne, on a des usines encore plus grandes que cela. C'est le moment du gigantisme usinier.
c'est le moment de la production de masse aussi, et ces conditions nouvelles transforment la condition salariale. Pourquoi? Parce que ces gigantesques usines, cette production de masse, elle demande des investissements considérables. Et que, pour que ça paie, parce qu'au fond, on est quand même dans le système capitaliste, le capital, il doit rendre. Pour que l'amortissement se fasse et pour que les bénéfices et les profits rentrent, il faut que ces usines, que ces établissements tournent le maximum de temps. L'entreprise de la seconde industrialisation n'est plus comme celle de la première, de ces usines rurales qui travaillaient l'hiver et s'arrêtaient l'été parce qu'il n'y avait plus d'eau pour faire tourner les moulins qui faisaient marcher les machines. Désormais, dans les grandes usines de la seconde industrialisation, il faut que ça tourne en permanence. Si possible, 7 jours sur 7, 365 sur 365 jours, et si possible, 24 heures sur 24. Alors, ça va se négocier, ça va se discuter, mais c'est ça. Parce que c'est la condition de l'amortissement, parce que c'est la condition de la profitabilité. Donc, il faut embaucher beaucoup, mais il faut aussi être sûr que le salarié qu'on embauche, il sera là demain, il sera là après-demain, il sera fidèle à son entreprise. Et ça modifie la condition salariale. Pour fixer son personnel, les employeurs doivent à la fois s'assurer qu'ils seront bien subordonnés aux ordres qu'on leur donneront, mais il faut aussi des contreparties. Et c'est le moment où la condition salariale se fige dans un compromis qui est au fond la subordination contre un certain nombre de garanties sociales. Alors, certaines de ces garanties sont conquises, sont arrachées, mais comprenez bien que le patronat de la seconde industrialisation est aussi un patronat qui a compris qu'il doit lâcher aussi un certain nombre de choses. Il doit aussi lâcher parce que sa production de masse, elle doit pouvoir trouver un marché de masse aussi. Donc, les choses changent. C'est aussi le moment où l'État social, alors je préfère très nettement le terme d'État social à celui d'État-providence, parce que État-providence a l'impression d'un État extérieur et qui généreusement distribue, on ne sait comment, ses bienfaits. Non, l'État social, c'est une conquête. L'État social, c'est quelque chose qui répond à des nécessités sociales et économiques, et c'est donc le moment où l'État social va émerger à travers des lois qui vont être des lois de protection sociale, de garantie sociale, encore une fois, en échange du maintien de la subordination et de l'acceptation de l'exploitation sur le lieu de travail. Cette période va durer jusque... Alors là, on n'a pas... Une révolution, c'est facile à dater. Hein. Une transformation du travail, c'est évidemment beaucoup plus flou. Ça s'étire, ça a des accélérations et des moments où ça freine.
Mais on va dire qu'à partir des années 1970-1980, cette seconde industrialisation entre en crise. Elle rentre en crise sous l'effet de contestations sociales et techniques des anciens modes d'organisation. C'est le moment où le travail à la chaîne, par exemple, le taylorisme, qui a été une des grandes formes d'organisation du travail de la seconde industrialisation, ne rend plus ce qu'il rendait autrefois, se heurte à un refus de ceux qui étaient soumis à ces contraintes. Et donc ça ne peut plus fonctionner comme cela. C'est aussi le moment où, résultat des acquis des conquêtes sociales, un temps volontaire de hors-travail commence à apparaître. La durée quotidienne du travail, la durée hebdomadaire du travail, la durée annuelle du travail, la durée sur toute la vie professionnelle, toutes ces durées reculent. Et donc apparaît un temps qui n'est plus seulement un temps de repos, qui est un temps pour autre chose. Ça aussi, c'est nouveau par rapport à la période antérieure. Et puis, il y a des changements techniques, des révolutions techniques, celle du numérique étant la plus flagrante, sur fond de mondialisation accélérée, qui met en concurrence comme jamais jusque-là les productions et les producteurs, et qui remet en question les équilibres qui étaient au fondement des États sociaux de la période antérieure. Je ne développe pas plus que cela, parce que là, c'est la période d'aujourd'hui, au fond, que je commence à décrire, et celle-là, vous n'avez pas besoin d'un historien pour vous en parler. Alors, le travail, son évolution, ces grands âges, ces 3 grands âges du travail. Et la politique dans tout cela. Alors, on a déjà un peu croisé, chemin faisant, mais je voudrais revenir maintenant sur une idée à laquelle je tiens beaucoup. Le travail est un espace-temps politique. Le travail a constitué et demeure un facteur de socialisation. Je pense que, on le sait, on voit bien d'ailleurs comment ça a changé. Prenons par exemple la jeunesse. Jadis, quand la scolarité obligatoire s'arrêtait, alors ça a d'abord été 12 ans, puis ça a été 14 ans, au fond, les jeunes qui sortaient du système scolaire obligatoire passaient directement au travail, et au fond, l'essentiel de leur socialisation, elle se faisait au travail. On voit bien aujourd'hui que ça n'est plus tout à fait la même chose. Le prolongement de la scolarité fait que la socialisation des jeunes se réalise souvent longtemps avant leur entrée concrète au travail. Ça ne veut pas dire que l'entrée au travail ne modifie pas leur socialisation, ne transforme pas leur socialisation, mais les jeunes qui entrent au travail maintenant ont déjà des vies de relations, ont déjà des sociabilités qu'ils ont construites avant. Alors qu'autrefois, c'est vraiment au travail et par le travail que ça se faisait. Ce qui se passe au travail, en effet, c'est que le moment du travail est un moment important de rapport aux autres et à des normes. Dans son exercice du travail, il existe des hiérarchies
des pouvoirs qui se superposent, se conjuguent et parfois se contrarient. Parenthèse. Il y a une hiérarchie de l'entreprise. Ce n'est pas forcément celle qui est reconnue comme légitime par les salariés. Pour les salariés, la hiérarchie légitime, c'est celle qui est fondée sur la compétence. On reconnaîtra à tel chef d'équipe, à tel contremaître, un savoir-faire, une efficacité qui peut faire admettre l'autorité qu'il exerce. Mais ce n'est pas toujours la compétence qui est le critère de sélection du contremaître et de la hiérarchie. Et à ce moment-là, la hiérarchie de l'entreprise peut entrer en conflit avec la hiérarchie de ceux qui travaillent, qui y sont confrontés quotidiennement. Il n'empêche, le travail est un moment où se négocient des compromis, où s'opèrent des échanges à base de coopération, de concurrence ou d'antagonisme. Il en résulte des règles, des codes, des valeurs, des identités. Ces codes, ces valeurs, ces identités qui se construisent au travail, dans l'acte du travail, dans les échanges, dans les savoir-faire qui sont mobilisés au travail, sont la source de cohésion et de tension, de culture, de métier, de culture d'entreprise, d'esprit de corps, d'esprit de catégorie, de conscience de classe, le cas échéant. Et l'on voit bien que dans ce qui se joue dans les relations de travail, il y a des choses qui ne sont pas sans évoquer ce qui se joue dans les rapports de pouvoir qui sont au fondement du politique. Les valeurs, les hiérarchies qui s'expérimentent, qui s'imposent pendant le travail, s'exportent hors du travail. Alors la réciproque est vraie aussi. L'ordre genré qui existe hors du travail, on sait qu'il se retrouve au travail. Il se retrouve dans les niveaux de rémunération, il se retrouve dans les promotions, dans les mécanismes de promotion. Mais là, ce que je veux voir, c'est surtout comment ce qui se construit, les pouvoirs, les hiérarchies, les rapports finalement politiques qui se nouent au travail, comment ils s'exportent hors du travail. Un penseur italien, Gramsci, avait, dans les années 20, évalué déjà cette chose-là. Il disait, en utilisant un terme qui lui était cher, l'hégémonie, c'est-à-dire le fait, en quelque sorte, de faire partager ses valeurs et ses hiérarchies, il disait « l'hégémonie naît dans l'usine ». Et il voulait dire par là, en étudiant l'organisation du travail dans les usines américaines, que ce qui se faisait dans les ateliers et dans les usines américaines avait forcément un effet dans la société environnante. Et que les rapports sociaux, les rapports qui se nouaient dans l'entreprise s'exportaient hors de l'entreprise.
Alors, au travail encore, il se passe des choses qui sont essentielles. Avec la famille, le travail est un moment où on exerce sa capacité à agir sur les choses et sur les autres. Cette expérience-là est très importante. Elle est même pour l'ouvrier un des rares moments où il est en capacité de faire, d'agir sur la matière, sur les autres et sur lui-même, les coéquipiers, les apprentis. Alors sans doute, cette capacité d'agir sur la matière, sur les autres et sur lui-même est-elle circonscrite au moment où il est salarié et dans un cadre qui n'enlève rien à la subordination et au rapport de subordination dans lesquels il est, mais cette expérience de cette capacité d'agir sur la matière, sur les autres et sur lui-même est au fondement de l'aspiration à l'autonomie au travail. Et lorsqu'on se penche sur les débuts des organisations ouvrières, du mouvement ouvrier, cette aspiration à l'autonomie au travail, elle est très forte. On la trouve, par exemple, dans le premier XIXe siècle, aux sources de l'idée d'une émancipation par l'association. Alors, il faut bien se représenter ce qu'est l'atelier, ce que sont beaucoup d'ateliers dans les années 1830, 1840. Bien souvent, ces ateliers sont d'une certaine façon, je pourrais dire, aux mains des ouvriers. C'est leur savoir-faire qui fait marcher l'atelier. Souvent, l'employeur, alors ça dépend évidemment de la taille. Si on est dans le domaine de l'artisanat, ça ne vaut pas. L'employeur met la main à la pâte. Mais je parle là d'ateliers au-dessus d'une cinquantaine de salariés. Dans cet atelier, les salariés, les ouvriers s'organisent eux-mêmes. Généralement, ils passent une sorte de contrat avec leur employeur. On appelle ça le marchandage. Alors, le marchandage a une signification juridique qui est condamnable, mais si on se reporte à ce qui se passe dans les ateliers des années 1830-1840, c'est autre chose. Les salariés négocient avec leur employeur un tarif. L'employeur s'engage à leur fournir les outils, éventuellement la machine et les matières premières, et moyennant un tarif, les ouvriers s'engagent à lui produire tant de, je ne sais pas, alors ça peut être des chaises, ça peut être des peignes, ça sera tout ce que vous voudrez comme production. L'employeur, dans ce cas-là, c'est vraiment au sens strict du terme un capitaliste, en fait un marchand. Lui, il s'occupe de ce qui se passe en amont et en aval de l'atelier. En amont, il négocie les achats de matières premières. En aval, il suit la commercialisation du produit. Mais il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans l'atelier. Dans l'atelier, c'est le règne du savoir-faire ouvrier. Et on comprend que dans ces conditions ait pu germer l'idée,
chez les ouvriers en question qu'au fond, le marchand, le capitaliste, c'était un parasite. L'atelier, ils sont capables de le faire fonctionner, de A à Z. Alors tous n'ont pas les mêmes compétences, tous n'ont pas les mêmes capacités. Il y a une hiérarchie ouvrière, qui est une hiérarchie sévère, mais néanmoins, dans l'atelier, on s'organise entre soi. Et donc l'idée que l'émancipation du travail, et c'est formulé dans ces termes, puisse se réaliser par l'association qui court-circuiterait en quelque sorte les capitalistes, eh bien, elle germe là, dans ces ateliers, dans ces conditions. Et ça va marcher longtemps dans le mouvement ouvrier français. Ça va marcher jusque dans les années 1870. Encore sous la Commune, j'y reviendrai un peu plus tard, le rêve de la coopération ouvrière, la coopération de production ouvrière, il est très fort dans le mouvement ouvrier. Il faudra attendre la fin des années 1870, après l'écrasement de la Commune, pour que d'autres voies d'émancipation soient mises en avant. Mais vous le voyez, ce socialisme associationniste, il prend forme, il s'appuie sur les réalités du travail de cette première moitié du XIXe siècle. Alors je me suis un petit peu égaré, ou en tout cas je suis un peu sorti de mon propos initial, donc je vais quand même essayer d'y revenir. Quête d'autonomie au travail. Alors, elle n'a pas disparu avec la seconde industrialisation, elle a changé de conception, elle a changé de référence. Mais elle est toujours présente. Et on la retrouve encore aujourd'hui dans la contradiction qu'éprouvent un certain nombre de salariés entre le travail qu'ils sont tenus de réaliser et ce qu'ils ressentent comme possibilité de travailler autrement. C'est toute la question du sens du travail actuel et des contradictions qui sont ressenties. Donc, la question de l'autonomie au travail est une question éminemment productrice de contestation et d'aspiration à des changements. J'avance. Oui, j'avance. J'avance pour, après ces détours par les lieux de travail, nous interroger sur les rapports qui existent entre ces mondes du travail et la politique instituée. Alors, ici, plusieurs choses. Un mot d'abord sur le processus de politisation. Que faut-il entendre par là? C'est Gisèle, je crois, tout à l'heure, qui évoquait, à moins que c'était Jean, mais peut-être que, mais vous rectifierez. Il ne faut pas imaginer la politisation comme un processus linéaire, comme quelque chose d'unilatéral. La politisation, on peut en donner une première définition, et ça ne sera pas la seule, c'est un processus d'acceptation du politique, c'est-à-dire des normes, des valeurs, des institutions
sur lesquels repose une autorité. Mais la politisation, c'est en même temps le processus d'implication dans la politique. Je distingue le politique, les normes, les valeurs, les autorités, de la politique, qui est en quelque sorte les procédures d'accès, d'exercice concret, de contrôle du pouvoir. Dans le cas des ouvriers, des salariés, mais plus précisément des ouvriers, parce que ça va nous ramener vers les périodes plus anciennes où l'essentiel du salariat était ouvrier. Dans le cas des ouvriers, l'intérêt de la question de la politisation vient du fait que le groupe ouvrier est économiquement, socialement, culturellement le plus éloigné des modalités, des rituels et des valeurs de la politique institutionnelle. C'était vrai au XIXe siècle. Alors, évidemment, quand le suffrage universel masculin n'existait pas, mais ça reste vrai après l'instauration de ce suffrage universel et son extension aux femmes n'a pas changé cette distance culturelle, sociale, économique du monde du travail d'avec le monde de la politique institutionnelle. Alors, ça pourrait étonner dans le cas français, parce qu'en même temps, quand on regarde l'histoire des révolutions du XIXe siècle, quand on regarde l'histoire de la conquête du pouvoir par les républicains et les batailles qui ont accompagné le triomphe tardif de la République, il a quand même finalement, après la première expérience, après la demi-expérience de 1848, il a fallu attendre quand même le début des années 1880 pour que la République soit vraiment républicaine. Donc ça a demandé un siècle. Donc ça pourrait étonner qu'on dise les ouvriers sont éloignés de la politique institutionnelle. Ils ont joué, que ce soit en 1830, que ce soit en 1848, que ce soit en 1871, à chaque fois un rôle important de renfort décisif pour, pas tout de suite le triomphe, mais dans le combat républicain. Mais néanmoins, c'est un fait que même quand la République triomphe, les ouvriers ne s'y reconnaissent pas forcément, qu'ils voient bien ce qui les sépare du monde des sénateurs, du monde des députés et à plus forte raison du monde des ministres. Gardons-nous d'envisager la politisation sous la forme d'une descente de la politique depuis les sommets de la politique institutionnelle vers les classes dominées. Sans doute y a-t-il une part de vérité dans cette représentation-là, mais le schéma s'avère discutable, réducteur, parce que précisément trop unilatéral, trop peu attentif à la manière dont les classes dominées s'approprient les ressources de la politique. Certes, ça vient d'en haut, les campagnes électorales. Certes, le vote, c'est la désignation de délégués qui ensuite iront là-haut débattre
à la Chambre, à l'Assemblée nationale, au Sénat, et voter des lois. Donc on voit bien la distance. Mais néanmoins, ne voir que cela, c'est ne pas voir les usages que les classes populaires, que le monde ouvrier a appris à faire des ressources de la politique. Deuxième mise en garde, n'imaginons pas que la politisation du monde du travail, des ouvriers, soit réductible à, au fond, une équivalence qu'il y aurait entre politisation ouvrière et adhésion de ces ouvriers à des organisations de classe. Certes, cette appropriation, cette construction d'un mouvement ouvrier a contribué à la politisation ouvrière, mais, et on le sait bien, et on le vérifie, y compris aujourd'hui, il y a toujours eu des ouvriers qui ne se reconnaissaient pas dans les organisations du mouvement ouvrier, voire qui y étaient hostiles, et ces positions ne signifiaient pas qu'ils étaient uniquement dans des positions de soumission aux classes dominées, aux dominantes. Je vais prendre un exemple. Alors, c'est un exemple paradoxal, mais néanmoins parlant. On a un historien, Rémi Casals, qui a étudié les ouvriers de Mazamet. Alors, Mazamet, c'est au sud du Massif central, dans le sud-ouest. C'est une ville où on opérait le délainage. Donc c'était une ville ouvrière, avec donc, d'importants contingents ouvriers, et où les patrons étaient protestants et républicains. Les ouvriers, eux, étaient catholiques et royalistes. Encore dans les années 1880, ils votaient royalistes. Et ce vote, d'une certaine façon, était un vote de classe. Ils votaient pour les Blancs, parce que les Bleus, les républicains, c'était leur patron. Et la chose se complique encore, parce que ces mêmes ouvriers qui votaient royalistes et qui étaient catholiques étaient en même temps à la CGT, parce que c'était leur organisation ouvrière. Vous voyez que les voies de la politisation sont complexes et qu'elles croisent parfois bizarrement les relations de classe. Mais je referme la parenthèse. Donc les ouvriers de Mazamet ne votaient pas républicains, ils ne votaient pas socialistes, mais ils cotisaient à la CGT et il leur arrivait même parfois de mener des grandes grèves avec ce syndicat. Cette question du cas mazamétain, mais on trouverait, alors, encore une fois, d'une certaine façon, il est trop beau pour être vrai, mais je vous assure qu'il est réel. Hein, je ne vous l'ai pas inventé. Attire notre attention sur non seulement la complexité des processus de politisation, mais aussi sur ce que j'appelle la politique populaire ou la politique ouvrière. Et là, on entre précisément dans les usages populaires et ouvriers des ressources du politique. Alors, pour me faire comprendre, on va revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui fait la légitimité d'autorité publique, d'autorité politique? Alors,
en démocratie s'entend. C'est la capacité de ces autorités, de ces pouvoirs, à respecter le pacte de ce qu'on peut appeler un bon gouvernement, de ce bon gouvernement qui fait que les citoyens leur reconnaissent l'aptitude, la capacité à agir politiquement, à décider. Dans les milieux populaires et ouvriers, il y a deux grands types d'attentes qui se détachent. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais je veux mettre l'accent sur ces deux-là. Ces deux grands types d'attentes, leur mise en œuvre, elle ne se vérifie pas dans les discours, elle se vérifie dans l'ordinaire du quotidien, dans la satisfaction des besoins. Alors, le premier concerne la sécurité, mais entendons-nous bien sur la sécurité. La sécurité comprise sous l'angle le plus large, qui inclut l'efficacité administrative, la sûreté individuelle, c'est-à-dire le fait de ne pas être soumis à un arbitraire, le fait de ne pas être à la merci de la loi de la jungle, de la loi du plus fort, mais aussi de la sécurité sociale. Alors, pas sécurité sociale au sens de la carte que vous avez dans votre portefeuille, mais au sens de la protection sociale. C'est tout cela qu'il faut englober sous le registre du besoin, de l'attente de sécurité. La seconde attente, la seconde demande, convoque la notion de justice. C'est une référence un peu éthique, morale, d'un pouvoir dont on vérifie qu'il est bel et bien exercé au nom du bien commun, du bon droit, de l'équité, de l'intérêt général. Alors, par-delà les registres des attitudes possibles vis-à-vis de ces autorités, alors j'énonce le ralliement, c'est le plus simple, c'est le plus commode pour les autorités, ça va bien. Hein. L'acceptation, c'est un peu moins enthousiaste, mais on supporte les gens qui sont au pouvoir. La dissidence, la critique ou le rejet. Donc il y a toute une gamme d'attitudes possibles et de jugements qu'on porte sur la légitimité de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui décident. Ces deux valeurs procèdent des impératifs de l'existence, qui sont précisément ces impératifs des classes populaires, de celles dont le lendemain n'est pas assuré et qui attendent du pouvoir que par la sécurité et la justice, ils rendent moins incertain leur avenir, leur lendemain. C'est cette politique populaire que j'esquisse peu à peu, ces ressorts, ce qui l'anime, ce qui la motive, c'est ce qui est en rapport avec le quotidien, la proximité, l'immédiat, l'égalité. C'est l'association du juste et du faire au sens réalisé. Elle relève de ce que le sociologue Michel Véret nommait une politique exécutive directe et en acte. Le contraire, si vous préférez,
du discours, d'une politique dont on peut vérifier dans sa vie de tous les jours qu'elle répond plus ou moins aux attentes que l'on en avait. Parfois, on discute le fait que ces attitudes soient véritablement politiques. Certains parlent de comportements infra-politiques qui ne seraient pas encore véritablement suffisamment explicités pour mériter le terme de politique. Je ne le crois pas, car les valeurs qui fondent cette politique populaire, d'immédiateté, de proximité, de quotidienneté, de réponse aux besoins qu'on attend de ceux qui décident, revêtent bel et bien une dimension et une portée politique, ne serait-ce que par leur manière de contourner, voire de subvertir les politiques institutionnelles. Politiques institutionnelles qui, elles, sont imprégnées de juridisme, qui sont portées à l'abstraction, toutes choses éloignées de l'univers des classes populaires qui se tiennent à bonne distance d'elles. Mais de classes populaires qui parviennent néanmoins à infléchir parfois, voire à transformer la politique institutionnelle. Elles sont des points d'appui aux mouvements sociaux, elles esquissent des alternatives et des contre-modèles qui ne préjugent pas d'affinités partisanes précises. Les exemples de ces interactions ou anticipations ne manquent pas, et j'en prendrai 3 exemples, et je terminerai là-dessus. Le premier, c'est la Commune de Paris. Elle offre en effet un exemple significatif de réalisation et de projet marqués au coin de la politique populaire. Dans la continuité de ce qui s'était fait sous la Révolution française, notamment à travers la sans-culotterie, sous l'influence de l'Association internationale des travailleurs dont la devise était « l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », elle est un moment d'expression, de réalisation des aspirations du peuple de Paris. Elle institue, par exemple, le mandat impératif. Elle étend le principe électif au choix des responsables politiques et administratifs avec possibilité de révocation. Elle réduit le traitement des cadres administratifs et politiques au niveau d'un salaire ouvrier normal. Cette tentative de révolution de la relation citoyen-élu se double d'une amorce de bouleversement des structures étatiques par l'abolition de l'armée permanente, la fusion des instances législatives et exécutives dans une démocratie directe, et où on croise bien la politique populaire que j'expliquais tout à l'heure, une politique du présent, une politique du quotidien, une politique de l'immédiat. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, le syndicalisme révolutionnaire s'inscrit lui aussi dans cette lignée. Il relève de ce qu'on a appelé un pansyndicalisme, c'est-à-dire d'un syndicalisme qui pourrait intervenir sur tout et dans tout. D'un syndicalisme tourné vers le terrain économique par opposition au terrain politique, qui confie aux syndicats la fonction exclusive de satisfaire les attentes immédiates et plus générales des travailleurs, acteurs de leur émancipation. Les éléments de ce syndicalisme
se retrouve peu ou prou dans l'ensemble de la CGT et elle se retrouve en quelque sorte écrite, rédigée, acceptée en 1906 à Amiens autour de ce qui sera plus tard qualifié de charte. C'est un moment important dans l'affirmation d'un fond commun de principes. La charte généralise les acquis de décennies d'expérience ouvrière. Elle érige le syndicat en groupement de résistance pour les luttes quotidiennes du présent, mais aussi en base de production et de répartition de la société sans État à construire au lendemain d'une grève générale victorieuse. Ainsi conçu, ce syndicalisme révolutionnaire qui est au fondement de la jeune CGT d'avant 14 se pose en alternative aux impasses inhérentes à la subordination ouvrière dans la politique institutionnelle. Au même moment, l'approche des socialistes de diverses obédiences se réclame, elle, de la tradition des luttes politiques par le suffrage universel dans les batailles électorales, et la possibilité de succès locaux renforce cette pensée institutionnelle du socialisme. Au total, le socialisme partisan contemporain de ce syndicalisme révolutionnaire peine à concilier l'ambition de construction d'un parti de classe et les exigences d'efficacité électorale et parlementaire. Cette impuissance a pour effet de reproduire au sein du Parti socialiste les modes de sélection en vigueur dans les autres formations, au point de paraître confirmer l'incapacité politique d'une classe ouvrière tenue à distance de l'exercice du pouvoir. Le Parti socialiste, avant 14, est un parti d'avocats, est un parti de journalistes, est un parti de professeurs. Après la Première Guerre mondiale, la singularité du Parti communiste fut de réaliser l'improbable synthèse de la politique ouvrière que j'évoquais précédemment et de la politique institutionnelle. Le PCF se dota en effet, dans les douleurs de la bolchevisation, parce que ça ne s'est pas fait tout seul, on y reviendra éventuellement, des moyens de ses objectifs. À compter de 1924-1925, il réalise coûte que coûte la promotion de militants ouvriers dans ses rangs et l'action en direction prioritaire des usines. Cette façon d'ériger l'illégitimité culturelle et sociale des ouvriers en critère de sélection politique dans ses rangs a forgé la culture inédite d'un parti qui revendiquait alors de ne pas être comme les autres, et qui le fut à travers des modes de mobilisation et d'intervention étrangères aux procédures des confrontations politiques traditionnelles. De ce point de vue, l'une des principales nouveautés héritées du Parti communiste fut d'avoir contribué à rendre la politique populaire, au sens que je donnais tout à l'heure de politique populaire. Ou si l'on préfère, d'avoir permis aux catégories populaires les plus éloignées des lieux et normes du pouvoir d'y être entendues, mais plus encore, d'avoir puisé dans les ressources de la politique populaire les modalités d'une possible transition du gouvernement des hommes vers l'administration des choses. C'est autre définition du communiste. À bien y regarder, son échec à terme se situe du côté de son incapacité à s'appuyer sur ce potentiel ainsi libéré pour dépasser le modèle institutionnel statocentré que le système soviétique, au même moment, s'appliquait à perfectionner jusqu'à prétendre lui soumettre la société tout entière. J'en resterai là pour mon propos d'aujourd'hui et on discutera et on échangera si on en trouve le temps et si je ne vous ai pas complètement assommé. Je vous remercie.
Oui. Attendez, je recherche ce que je voulais dire. Oui, vous avez dit que les classes populaires attendaient un bon gouvernement. Donc, pour avoir un bon gouvernement, il y avait deux valeurs qu'ils réclamaient, c'était la sécurité et la justice. Mais un bon gouvernement, il faut avoir un bon État. Alors, moi, je pense que cette démarche-là, on peut se poser quand même la question, parce que existe-t-il un État qui ne soit pas l'État de la classe dominante? À tel point que vous avez évoqué le communisme, son aboutissement, c'est vraiment la disparition de l'État, c'est-à-dire la gestion des affaires par le peuple. Et donc le peuple qui fait sa politique. Et puis vous avez dit aussi, je crois que les classes populaires pouvaient servir d'appui pour une transformation. Alors on le voit, c'est une question de rapport de force. Il s'avère parfois dans l'histoire, on l'a bien constaté, que les classes populaires, dans des rapports de force, gagnent quelque chose. Certaines périodes, notamment la sécurité sociale dont vous avez parlé. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cet État, qui est exclusivement et toujours l'État de la classe dominante, le reprend dès que, bien sûr, le rapport de force s'inverse. Et cela, généralement, très rapidement. On le voit actuellement, puisqu'ils démolissent tous les acquis des classes populaires. Je veux bien en poser une deuxième, mais non. Vas-y. Alors, bon, oui, bien sûr, l'État est une machine à maintenir, organiser la domination de classe, indéniablement. Mais précisément, toute la pensée socialiste, au sens large du terme, a été de travailler, de réfléchir à une autre forme d'organisation que celle de l'État, en quelque sorte prédateur, ou de l'État gendarme, ou de l'État au service de la classe dominante. Alors, nous ne sommes plus au début du XIXe siècle. L'État de 1820, 1830, 1840, c'est l'État gendarme d'abord. C'est l'État qui défend la propriété inviolable et sacrée, a bien inscrit la Déclaration des droits de l'homme. Et ça, c'est aussi l'indice que tous les droits ne se valent pas. Tous les droits ne sont pas inviolables et sacrés. Le cœur du dispositif de l'État au XIXe siècle, tel que le droit l'organise, le fige, c'est la défense de la propriété. Et la défense de l'ordre public. Alors la défense de l'ordre public, c'est ambigu, c'est ambivalent. C'est à la fois le fait que la société ne soit pas un coupe-gorge, qu'il y ait un minimum d'ordre qui permette de vivre ensemble. Mais la défense de l'ordre public, c'est aussi la défense de l'ordre existant, c'est-à-dire des hiérarchies économiques et sociales qui sont en place. Et évidemment, on joue sur les deux, mais l'État de la première moitié du XIXe siècle et encore de la deuxième moitié, c'est d'abord l'État gendarme. Défense de la propriété et défense de l'ordre public étant assimilé à la défense de l'ordre social et donc de la propriété. Néanmoins, cet État confronté à l'industrialisation, à la montée des revendications sociales,
car l'industrialisation, dans un premier temps, elle appauvrit ceux qui la créent, ceux qui la tiennent à bout de bras, c'est le cas de le dire. Cette situation est intenable, donc si on veut que l'ordre persiste, il faut faire des concessions. Il faut ouvrir petit à petit une législation sociale, un droit du travail, un droit social. Et petit à petit, l'État gendarme n'est plus seulement l'État gendarme. Il reste l'État gendarme, mais il est aussi un État qui intègre les attentes de garantie, de protection sociale qui font que le peuple ne se révolte pas et qui leur reconnaît plus ou moins la légitimité des autorités en place. Et ça, c'est ce qui va se construire tout au long du XXe siècle. Alors, avec des accélérations, vous les notiez, le Front populaire, la Libération, les années 68, et où là, indéniablement, sous l'effet de rapports de force, mais aussi parce que en haut, on se rend bien compte qu'il faut faire des concessions. Sinon, on risque de tout perdre. Donc voilà, c'est l'art de négocier. Et il y a, comme disait l'autre, du grain à moudre. Et par conséquent, on peut céder sur un certain nombre de choses aussi. Et là, l'État social se met en place. Il reste un État gendarme, mais il s'ouvre à des institutions, des organisations inimaginables autrefois. La sécurité sociale, par exemple. Une sécurité sociale qui, jusqu'en 1967, est gérée par les représentants des salariés, parce qu'ils y sont majoritaires. Les caisses primaires de sécurité sociale sont composées pour les 3/4 de représentants élus des salariés. En 67, ça s'arrêtera. Mais, donc, de même, il y a des nationalisations dans lesquelles, au moment des nationalisations, on met des conseils d'administration où il y a des représentants des salariés. Et ça représente une partie importante de l'économie française. L'énergie, les transports, les banques, ça représente des choses importantes. Néanmoins, si je puis dire, l'État profond reste l'État gendarme. On peut avoir des représentants des salariés dans les caisses primaires de sécurité sociale, on peut avoir des représentants des salariés dans les conseils d'administration des entreprises du vaste secteur nationalisé, mais quand on regarde le Conseil d'État, quand on regarde le cœur de l'État, là, la représentation sociale des classes populaires, elle est quasiment inexistante. C'est-à-dire que le cœur stratégique, le cœur même de l'État, il s'est protégé contre la démocratisation. Néanmoins, avec l'État social, les services publics se sont étendus. La notion même de service public s'est élargie. Autrement dit, l'État reste un instrument au service de la classe dominante, et il le rappelle bien chaque fois qu'elle est ébranlée ou qu'elle est menacée, mais à côté du gouvernement des hommes, il commence à y avoir une administration des choses. C'est-à-dire que l'État n'est plus seulement un État prédateur, il est aussi un État organisateur de la société, un État qui commence à gérer autrement les choses. La bascule n'est pas faite, mais autre chose est déjà en place. Et donc,
Ceci jusque dans les années 1980. Voilà. Et là, ça bascule. Et là, la démocratie devient une charge. Et là, les acquis sociaux deviennent de l'assistanat. Et là, les organisations ouvrières deviennent des empêcheurs de mondialiser en rond. Hein. Bref, là, il y a un basculement qui se fait. Et les lieux du pouvoir deviennent de moins en moins accessibles. Parce qu'une partie de la souveraineté est dévolue, par exemple, à une Union européenne sur laquelle que les peuples n'ont pas appris encore à s'emparer. Les ressources ne sont pas perçues et saisies. Mais ceci étant, effectivement, la question de l'État reste posée. Et indéniablement, du point de vue d'une politique populaire, ce point de vue-là est antagoniste avec l'existence d'un État. Indéniablement. En tout cas, c'est mon point de vue. On va remercier Michel. On vous rappelle notre assemblée générale du mercredi prochain et la réunion au Petit Louvre de CEMOA à 15h samedi. Merci. Merci à tous. Oui, tu voulais parler des communs.